Bonjour à tous, il est 8h10 et ce matin, dans la matinale RCF, alors que les Gilets jaunes ont fêté ce week-end le 3e mois de leur mouvement, alors que le grand débat continue de se déployer sur l'ensemble du territoire, nous commençons une série de rencontres avec des élus de terrain, des hommes et des femmes politiques qui ont la chose publique et le bien commun à cœur, qui se dévouent pour leurs concitoyens. Avec eux, nous interrogerons cette défiance qui grandit envers la classe politique et nous nous demanderons comment renouer le lien et renforcer la démocratie. Alors pour commencer cette série, nous recevons ce matin une femme députée de la 5e circonscription de Loire-Atlantique depuis bientôt 18 mois, porte-parole du MoDem et membre de la commission des finances à l'Assemblée nationale, une militante très impliquée dans le développement de l'économie sociale et solidaire. Bonjour Sarah El Hariri. Bonjour. Vous êtes avec nous depuis Nantes et les studios de Radio Fidélité. J'en profite pour les remercier. Je l'ai dit, vous êtes la députée de la 5e circonscription de la Loire-Atlantique. Pour les auditeurs qui ne connaissent pas cette région, rapidement, on est où quand on est chez vous ? On est à Nantes, on est sur un territoire qui est bercé par la Loire d'un côté et par l'Erdre de l'autre. Vous êtes entre Nantes et les portes du pays d'Ancenis ou du Castelbriantais. Vous êtes sur un territoire bercé par sa qualité de vie et en même temps par sa solidarité, puisque j'aime à dire que notre territoire est la première région en bénévoles qui donnent leur sang, donc un territoire très engagé. Sarah El Hariri, je voudrais commencer cet entretien par vous demander une réaction sur l'actualité du week-end. Le philosophe et académicien Alain Finkielkraut a été victime samedi d'injures antisémites. C'était à Paris alors qu'il passait à côté d'un groupe de gilets jaunes. Comment faut-il réagir ? Il ne faut pas accepter. Il ne faut pas accepter la haine, l'antisémitisme, le racisme. Le racisme, c'est les plaies de notre société. Et aujourd'hui, on voit une recrudescence, une expression publique qui est inacceptable. Je pense qu'il ne faut pas arrêter de condamner. Il faut une sévérité de la justice, évidemment, mais surtout refaire nation, refaire que l'ensemble des citoyens se sentent appartenir à la même nation, à la même société. Et que finalement, au lieu de s'opposer, au lieu de se fragmenter, qu'ils trouvent ce point commun, ce point d'équilibre qui permet de bien vivre ensemble, de porter un idéal commun dans notre pays. La réussite des uns, c'est la réussite des autres. C'est ensemble qu'on fera que notre pays aille bien. Vous-même, Sarah El Hariri, vous aviez porté plainte en 2017 pour des injures racistes à votre encontre. À quoi cela a-t-il servi ? Malheureusement, à pas grand-chose. C'était un devoir pour moi que de faire ce dépôt de plainte, parce que ce n'est pas acceptable d'avoir des propos, qu'ils soient racistes, antisémites ou haineux, quels qu'ils soient. Mais malheureusement, tant que la loi n'a pas évolué sur l'anonymat sur les réseaux sociaux, les recherches restent difficiles, et c'est pour ça qu'il faut s'attaquer à ce nouveau chantier et être encore plus ferme, peut-être faire évoluer cet anonymat et faire que les personnes qui sont derrière leur écran, qui ont le sentiment d'être intouchables, le deviennent, puisque chaque mot a des conséquences. Il ne faut pas oublier que l'antisémitisme aujourd'hui est un délit et c'est illégal. Alors il y a cet antisémitisme et puis il y a aussi cette méfiance et parfois même cette violence à l'égard des élus. Est-ce que vous avez ressenti cette défiance qu'on observe depuis quelques mois ? Oui, cette défiance, on l'entend sur le terrain, on la vit au quotidien et c'est de notre responsabilité que de faire qu'elle évolue dans le bon sens et que cette défiance s'atténue. Pour ça, peut-être que chaque élu doit se questionner, rappeler sa mission, rappeler pourquoi il s'est engagé. Parce que quand on est une femme ou un homme politique, on s'engage d'abord pour changer la société, pour aller à la recherche de ce bien commun, de cet intérêt général. Et finalement, ramener les choses un peu à leur essentiel. Un engagement politique, c'est d'abord un engagement citoyen, c'est un engagement collectif pour une société meilleure, une société plus juste, une société où chacun est pris dans son ensemble et en même temps dans un ensemble et familial et collectif. Le plus important, la mission de l'homme ou de la femme politique, c'est d'abord de transformer les choses pour qu'elles fonctionnent mieux, pour que le quotidien des gens soit peut-être plus simple, plus facile à vivre, mais aussi de réduire les inégalités, de faire que finalement chacun trouve sa place, qu'on ne laisse personne sur le bas-côté de la route, mais quel que soit le moment de sa vie, de sa naissance, j'ai envie de dire au crépuscule de sa vie, finalement c'est ça la responsabilité d'un élu, c'est de faire que collectivement
on vive bien ensemble. Je voudrais que vous nous expliquiez de façon très concrète comment vous faites pour aller à la rencontre des gens. Par exemple, les Gilets jaunes, est-ce que vous êtes allé les voir ? Comment vous discutez avec eux et qu'est-ce que vous retenez de ce qu'ils vous disent ? Moi, je pense que le dialogue, c'est la première condition au bon fonctionnement de notre société. Donc dès le début, j'ai reçu un certain nombre de gilets jaunes, de délégations, d'abord à ma permanence, puis des réunions de plus en plus importantes, toutes les semaines. Parce que j'appelais à ce dialogue, j'appelais à cette nécessité de trouver des solutions collectives, de transformer ces colères en pistes faisant que notre société fonctionne mieux. Il s'est passé quoi ? Il s'est passé que durant toute cette période, des délégations sont venues, ont proposé, j'ai entendu cette colère du 17 novembre, où il y avait des femmes, des enfants, des personnes de tout âge, qui souhaitaient simplement peut-être vivre mieux, alerter sur ce sentiment de ne pas être entendu. Et petit à petit, ça a évolué. Ça a évolué en multipliant les manifestations, ces manifestations ont été infiltrées par des casseurs. Et finalement, nous vivons ce que nous vivons aujourd'hui, c'est-à-dire des manifestations qui se transforment systématiquement par la destruction de biens publics, de biens privés, mais aussi de violences, que ce soit physique ou verbale. C'est ce que nous vivons et ce n'est pas acceptable. Finalement, le plus important, c'est de trouver des réponses. Et il y a eu des réponses très immédiates. Dès le mois de décembre, il y a eu des mesures d'urgence avec presque 11 milliards d'euros qui ont été débloqués pour répondre à cette urgence d'abord de pouvoir d'achat. Sarah El-Haïry, pour faire de la politique, il faut d'abord aimer les gens ? Oui. Il faut aimer les gens, il faut avoir, foi dans notre société, foi en sa capacité à se transformer, mais également avoir beaucoup d'écoute. C'est une des qualités nécessaires. Parce que finalement, vous savez, moi, mon territoire, c'est un peu une bibliothèque géante. Je discute. Quand il y a une crise, nous avons vécu il y a quelques mois une crise au sein des EHPAD où vous avez du personnel qui crier une colère parce qu'ils n'arrivaient pas à s'occuper dignement de nos anciens, eh bien c'est simple. On va voir, on visite, on échange, on discute avec les résidents, mais aussi les familles, pour qu'ensemble on trouve ces réponses. C'est ça la responsabilité d'un élu. C'est d'abord d'écouter, de faire un constat collectif et de proposer des réponses. Pour que ces réponses, finalement, elles améliorent la situation. Mais ces réponses ne fonctionnent que si chacun se saisit. Notre société, ce n'est pas des élus contre des citoyens, c'est des élus qui représentent les citoyens. Et parce qu'ils le représentent, alors c'est ensemble qu'on doit transformer notre société. Que ce soit la transition écologique où chaque citoyen peut être un citoyen éclairé, acteur, qui change son comportement. C'est comme ça qu'on réussit. C'est pas les uns face aux autres, c'est les uns avec les autres. Et la responsabilité de l'élu ou de la femme politique ou de l'homme politique, c'est finalement de faire que cette convergence d'énergie positive fonctionne. Sarah El-Haïry, il y a certains qui commencent à remettre en cause le non-cumul des mandats en disant qu'un mandat local permettrait aux parlementaires d'être sur le terrain. Qu'en pensez-vous ? Moi, je pense qu'il faut revenir à la définition de chaque mandat. Le mandat de député, c'est d'abord effectivement de faire la loi, mais c'est aussi d'évaluer les politiques publiques et de contrôler le gouvernement. Les élus locaux, eux, font que la vie du quotidien fonctionne mieux. Ils dessinent leur ville, ils pensent leur ville de demain. Je pense que chaque mission doit trouver sa réponse sur son territoire. Vous savez, quand vous êtes député de Nantes, ce n'est pas la même chose que quand vous êtes maire dans une commune de la Creuse ou dans l'Allier. Les élus ont des mandats qui se complètent. Et finalement, ce grand débat de cumul ou pas cumul, c'est d'abord une réponse territoire par territoire. Le plus important, pour moi, c'est que finalement, chaque mandat aille au bout et que chaque élu fasse son mandat pleinement. Le mien, il est très très clair. Il est d'abord de faire convergence, de faire la loi, de supprimer les lois qui sont obsolètes parce que ça fait également partie de la mission, mais aussi, et surtout, je le rappelle, parce que c'est une partie qui est peut-être plus méconnue de nos concitoyens, de contrôler l'action du gouvernement, de trouver ce point d'équilibre général, et finalement de toujours aller le challenger, parce que je suis dans la majorité, et que c'est de ma responsabilité que de participer à ce qu'on trouve le point, le point d'équilibre de cet intérêt général. Alors justement, je l'ai dit en début d'entretien, vous êtes porte-parole du MoDem. Quel est votre rôle au sein de l'Assemblée nationale par rapport au gouvernement et à La République En Marche ?
Mon rôle, c'est de porter d'abord alors la voix et les particularités de mon territoire, mais également de trouver ce point d'équilibre pour ces lois nationales, puisque le député fait d'abord des lois nationales avec Pour les tout le monde. sensibilités qui sont les nôtres. Exactement. Et ça, c'est hyper important de ne jamais l'oublier. Et après, nous avons, comme je viens du MoDem, des sensibilités particulières sur des thèmes qui nous sont forts. Évidemment, l'Europe, puisque nous sommes des Français assumés, alors nous sommes des Européens convaincus. Nous avons une vision de la famille, du rôle de la famille, de la politique familiale qu'on défend au quotidien, mais également de la réduction de la dette, parce que c'est une responsabilité que de ne pas transmettre aux générations futures cet héritage. Finalement, vous savez, ce sont des points qui nous sont chers, comme la réforme de l'État, comme la nécessité de faire encore plus de transparence, parce que cette défiance, elle viendra s'atténuer si on est transparent, si finalement les transformations se font étape par étape. Et nous avons commencé, par exemple, avec la première loi qui a été portée à l'époque par François Bayrou, c'est la moralisation de la vie politique. En enlevant des choses qui étaient désuètes, des avantages et des vieux privilèges qui n'avaient pas lieu d'être. Je pense à la suppression de la réserve parlementaire. Je pense au retour dans le droit commun de la retraite, par exemple. Mais je pense également à plus de transparence concernant les frais, qu'ils soient remboursés a posteriori avec des justificatifs. Tout ça, c'est évidemment normal, mais c'était nécessaire de le faire. Parce que cette confiance, elle ne revient que s'il y a de la transparence, que s'il y a de l'exigence. Et il y a une autre étape, parce que c'est en 2 temps que cette confiance peut revenir. Et pour lutter contre cette défiance, il faut aussi que nos assemblées ressemblent à notre société. Donc plus de jeunesse, plus de femmes, mais aussi des réformes institutionnelles profondes, avec l'arrivée d'une dose de proportionnel, elle est nécessaire, et peut-être de réinventer également. De réinventer une démocratie directe qui vient compléter cette démocratie participative qui fonde notre société. Alors justement, parmi les revendications des Gilets jaunes, il y a une demande de plus de démocratie participative, et puis ce fameux RIC, ce référendum d'initiative citoyenne, et puis une remise en cause quand même de la démocratie représentative, dont comme député, vous êtes le symbole. Comment vous vivez tout ça ? Moi, j'entends cette envie, ce besoin de démocratie directe, en tout cas d'une nouvelle forme de démocratie complémentaire. Mais j'insiste sur le complémentaire. Nos institutions, donc notre République, fonctionnent parce que nous avons aujourd'hui une démocratie représentative qui est stable et qui est la garante de nos institutions et du fondement de notre pays, de notre système politique. Aujourd'hui, nous avons une démocratie directe sur nos territoires. C'est ce qu'on appelle la démocratie participative, qui fonctionne, plus ou moins bien, mais qui fonctionne. Sur mon territoire, nous avons ce qu'on appelle le jeu à la nantaise, c'est une démocratie collective également. Au niveau national, il est nécessaire de compléter cette démocratie représentative par une démocratie directe, peut-être en réformant le droit de pétition, peut-être également en pensant à un référendum d'initiative citoyenne, d'initiative partagée ou autre. Le plus important, c'est que finalement, on puisse se saisir, qu'on puisse alerter. Je pense foncièrement que la démocratie représentative est saine. Elle permet la stabilité. Il faut simplement lui permettre d'être plus représentative des courants politiques de notre pays. Et c'est pour ça que la proportionnelle permettrait finalement d'avoir des mouvements, des courants politiques plus représentés au sein de l'Assemblée nationale. C'est gage de bonne santé démocratique. Marcher sur les 2 piliers, ça permettrait d'avoir ces transformations nécessaires. Le risque n'est-il pas pour les députés, les parlementaires, d'oublier un peu d'où ils viennent en étant bien à l'abri dans les ors de la République ? J'entends bien cette crainte, ou en tout cas ces contradictions. Mais ce n'est pas ça le sujet, puisque vous savez, dans la vision globale, c'est une part de proportionnel. Il y aurait demain toujours un suffrage universel direct, qui est vraiment l'expression, le vote pour un député, son suppléant sur un territoire, et on viendrait le compléter par une dose de proportionnel. Cette proportionnelle, elle permettrait finalement cette représentation plus globale des familles politiques, des courants de pensée sur notre territoire. C'est important puisque quand vous regardez le vote du premier tour de l'élection présidentielle et la composition de l'Assemblée nationale, on voit bien qu'il y a des écarts très importants. Et c'est
en ça qu'il ne faut pas avoir peur d'une démocratie, d'une assemblée qui représente plus les aspirations de notre pays. C'est le gage vraiment de cette bonne santé. Une bonne santé, c'est aussi avoir une assemblée qui représente et qui ressemble au peuple. Sarah El Haïry, j'aurais une dernière question avant de nous quitter. Est-ce qu'il vous arrive de douter comme femme politique et qu'est-ce qui vous permet de continuer à avancer ? Le doute est gage de bonne santé. Mais vous savez, le plus important, c'est de discuter, de débattre, de ne pas avoir des certitudes, mais d'accepter que quand on se trompe, on l'entend, on l'évolue, on le corrige. Mais également de construire sa pensée par la contradiction, par l'échange, par le dialogue, par le débat. Et c'est pour ça que cette période de grand débat me convient, puisque je vois que notre pays n'est pas résigné. Nous avons un pays qui est politique, qui aime la chose publique. Et vous savez, juste samedi dernier, il y avait plus de 200 personnes dans un des grands débats, dans une de mes communes, qui venaient proposer des solutions, des pistes, mais aussi témoigner de difficultés, de choses qui ne fonctionnent pas. Et c'est ça qui fait que je ne me résigne pas et que j'ai envie, que je continuerai à être et à honorer le mandat qui est le mien aujourd'hui et la confiance qui m'a été accordée. Merci beaucoup Sarah El Haïry. Je rappelle que vous êtes la députée de la 5e circonscription de Loire-Atlantique et porte-parole du MoDem.